Bonjour! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire pas mal de choses. Ça va être un live assez court qui va durer que 45 minutes, mais ce sera qu'un 45 minutes intense. En fait, déjà il faut savoir que je suis tout seul, je devais pas du tout être tout seul à la base. En gros, si vous voulez, je devais être avec Nathanaël, un jeune de la mission locale, qui est venu voir le film avec moi, qu'on a été voir cette semaine au cinéma. Malheureusement, il est malade, donc il n'a pas pu être là. Donc c'est un peu dommage, mais tant pis, hein, la santé avant tout. Donc c'est pour ça que je vais être seul à présenter l'émission pour le moment. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas pour ça qu'on va pas s'amuser. Alors du coup, oui, comme vous avez peut-être vu dans le titre, on va parler de cinéma allemand. Alors forcément, quand on dit cinéma allemand, on connaît pas trop. Alors tu vas peut-être pouvoir remettre le grand angle pour vous montrer déjà cette belle affiche que nous avons pour le festival du cinéma allemand de Dinard, qui s'appelle l'Automnal d'Emeraude Kino. Voilà. En fait, on est en partenariat avec eux cette semaine. Donc, on a été voir un film grâce à eux, gratuitement, donc merci beaucoup à eux. Donc c'est pour ça qu'on a mis cette affiche. Donc il n'y a peut-être pas Nathanaël, mais au moins il y a le poisson de l'affiche. Alors il faut savoir que le Festival du cinéma allemand, c'est la 11e édition. Le festival a été créé en 2013. Le festival allemand avait lieu du coup du 13 au 19 novembre, c'est marqué dans le cinéma de Dinard, et il présentait 6 films en compétition. Nous on en a pu en voir un, mais je peux déjà vous spoiler, le film qu'on a été voir n'a pas été récompensé de la meilleure récompense, enfin de la grande récompense qui est attribuée, puisque c'est Kafka le dernier été de George Mass et Judith Kaufmann. Alors j'ai oublié de prévenir aussi, je ne suis pas du tout allemand. Je n'ai pas fait allemand à l'école, donc je peux vous dire que je vais un peu massacrer les noms, donc désolé d'avance. En tout cas, pour préciser, donc c'est Kafka le dernier été de George Mass et Judith Kaufmann qui a été récompensé de la récompense du meilleur film du festival, et la récompense lycéen a été attribuée justement à la dernière soirée, ou Letzter Abend, qui est le film que nous avons vu du coup avec ce cher Nathanaël. Alors avant, on va parler aussi de beaucoup de choses. Je vais vous parler d'abord du film qu'on a été voir. On va aussi parler des films allemands en général, les films allemands connus, les chefs-d'œuvre et tout ça. Et à la fin, comme d'habitude dans l'émission Coming Soon, on a l'habitude de faire ça, on va parler évidemment de tous les films qui vont sortir sur les plateformes de streaming. Alors avant peut-être les présentations, les vraies présentations du film, c'est bien que je parle quand même du festival, puisque vous vous dites peut-être que vous n'êtes pas du tout familier des festivals de cinéma, et vous vous dites sûrement à quoi sert un festival du cinéma. Alors du coup, vous allez comprendre pourquoi ça a une importance. Also, das hat eine riesige Bedeutung, vor allem für so kleine Filme wie diesen und Filme, die auch ein Publikum wollen, aber auch künstlerisch gedacht sind, weil so aufmerksam gemacht werden kann auf diese Filme und die Filme so eine Plattform haben. Und man lernt außerdem ganz tolle andere Leute kennen und Filmschaffende und wichtige Kontakte auf Festivals. Macht unglaublich Spaß, auf Filmfestivals zu sein. Zum Beispiel habe ich einen ganz wichtigen, weil du Keeper angesprochen hattest, ich hatte einen ganz wichtigen Menschen für diesen Film, der uns in der Postproduktion unterstützt hat. Und solche Festivals helfen grundsätzlich solchen Filmen überhaupt das Licht der Welt zu erblicken, weil wir sind nicht sehr bekannt und die Leute tendieren dazu, das zu sehen, was sie schon kennen. Und wenn man mit Festivals zusammenarbeitet und den Film da zeigen kann, dann gibt es eine Chance, dass Leute überhaupt von diesem Film erfahren und auch diesen Film ernst nehmen, weil er eben auf Festivals läuft. Très bien, donc voilà, les deux personnes que vous avez vues à l'écran, donc c'est Sébastien Jacob, je vais encore écorcher son nom, je suis désolé, mais c'est Sébastien Jacob Doppelbauer, donc qui est le personnage principal du film qu'on a été voir, et on a aussi Lucas Nasrat qui est juste à droite. Voilà, je vais en reparler un petit peu plus tard, mais du coup au moins vous avez une petite présentation de l'intérêt des festivals de cinéma, et vous comprenez sûrement que là en fait le live que je suis en train de faire, il s'intéresse beaucoup aux gens en fait qui veulent faire du cinéma. Donc ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est des personnes très accessibles, très gentilles, et qui en fait ont fait un film avec peu de moyens, qui se retrouvent en festival. C'est quand même assez impressionnant et ça montre un peu que tout le monde peut réussir à le faire en fait. Alors, on parle quand même de cinéma allemand, c'est aussi un petit peu le but avec la collaboration du festival. Vous vous dites peut-être que vous connaissez rien en film allemand, et bien je vais vous prouver le contraire tout de suite, puisque j'ai sélectionné quelques films allemands qui sont quand même très connus, que vous connaissez tous forcément, et vous allez forcément en reconnaître quelques-uns. Le premier, on a Cloud Atlas. Est-ce que tu connais personnellement Cloud Atlas, Kylian, monsieur le régisseur? Non, tu connais pas? Tu vas me dire si tu en connais.
parce que ça fait bizarre de faire l'émission tout seul. Nous avons Cloud Atlas, un film réalisé par les sœurs Wachowski. Alors les sœurs Wachowski, elles sont très connues parce qu'ils ont fait Matrix. Voilà, c'est pas un petit film. Alors le film Cloud Atlas date de 2012. Il a été donc réalisé par ces deux sœurs-là. Et en fait, il raconte l'histoire un peu de l'effet papillon, on va dire. En gros, si vous voulez, c'est 5 histoires, vous voyez peut-être déjà un peu au niveau de l'affiche, qui n'ont rien à voir en apparence, mais qui ont tous un point commun, alors qu'elles sont à des époques bien différentes. Donc on va dans la préhistoire jusqu'au futur, très très futuriste. C'est hyper intéressant comme film. Donc ça, c'est une grosse coproduction allemande. Le film a connu un très mauvais succès. Voilà, il a coûté 120 millions de dollars, je crois, et il a rapporté très très peu. Malheureusement, c'est l'un des plus gros bits du cinéma aussi, malheureusement. Ça, film que vous avez peut-être entendu un peu plus parler, qui est sorti en 2022, il y a 2 ans, À l'Ouest, rien de nouveau, un film de Édouard Berger, sorti uniquement sur Netflix, comme vous le voyez à l'affiche. Donc l'adaptation toujours du roman de À l'Ouest, rien de nouveau, j'ai pas le nom de l'écrivain malheureusement. Et en fait, si on a tant entendu parler de ce film, c'est qu'il a été récompensé par énormément de statuettes, on va dire, notamment le TIFF qu'on voit juste tout en haut de l'affiche. Il avait été nommé aux Oscars, j'arrive plus à me souvenir s'il a gagné aux Oscars ou pas, mais il avait été surreprésenté dans les festivals en tout cas. Donc voilà encore une preuve que le cinéma allemand, c'est pas un cinéma que vous ne connaissez pas. Ensuite, on a L'Histoire sans fin, un film très connu, surtout des enfants, peut-être des années 2000, 90. Hein. L'Histoire sans fin de Wolfgang Petersen, un réalisateur très important qui a fait beaucoup de films, vous allez le voir. C'est un film qui est sorti de 2004, c'est un film vraiment hyper connu. C'est une histoire d'un gamin en fait qui lit un bouquin et qui rentre dans son bouquin en fait. C'est marqué en haut de l'affiche, au-delà du monde réel, le royaume de l'imaginaire. C'est vachement bien apparemment, personnellement je ne l'ai pas vu, mais ça a l'air très sympa. Notre régisseur l'a sûrement vu apparemment. Ensuite on a La Vague de Denis Gansel en 2008. Là on change totalement de registre, on passe dans un registre plus dramatique. En gros c'est assez incroyable comme film si vous voulez, ça raconte l'histoire d'un professeur qui a voulu démontrer à ses élèves que tout ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale et l'arrivée au pouvoir du grand moustachu, dont on n'a pas le droit de dire le nom, n'est pas le fruit du hasard et c'est pas que les Allemands à l'époque, dans les années 40, étaient bêtes, c'est juste qu'en fait, il y a eu des systèmes de domination qui ont été mis en place et de soumission à l'autorité. Et en fait, il va reproduire cette expérience, il va créer une dictature dans son lycée. C'est assez bizarre, dit comme ça. Et vous allez regarder le film, c'est vraiment génial. Moi je l'avais étudié notamment pour mon TPE. Voilà, c'est un film super intéressant. Donc La Vague, Denis Gansel en 2008. Pareil, film très très réputé, beaucoup de gens l'ont vu. Je sais qu'énormément de gens ont vu ce film. Ensuite on a Goodbye Lénine, sûrement peut-être l'un des films les plus connus en allemand à l'international. Le film est de 2003. Celui-ci je l'ai vu, il est avec Daniel Brühl qui est un très grand acteur. Au niveau de l'histoire est super intéressante. En fait ça raconte l'histoire de la mère de ce jeune gamin qu'on voit à gauche de lui justement sur cette affiche. En fait, cette femme, cette maman, elle va avoir un accident qui va la rendre amnésique. Et elle va être amnésique au moment où, quelques mois avant que le mur de Berlin ne tombe. Et elle va se réveiller des années plus tard. Donc en fait, elle s'est endormie en fait, dans l'Allemagne de l'Est qui était encore sous régime communiste. Et quand elle va se réveiller, elle va se retrouver en fait, directement propulsée en Allemagne de l'Ouest. Sauf que c'était une fervente défendrice du communisme et tout ça, et de l'Allemagne de l'Est. Donc son fils, pour éviter qu'elle ne retombe dans le coma et qu'elle ait un traumatisme, va recréer autour d'elle tout le monde. Donc par exemple, ils vont mettre une publicité soviétique communiste sur l'immeuble d'en face pour faire croire que le mur n'est pas tombé et que ça existe encore. Bref, c'est assez marrant comme film, c'est vraiment sympathique. Je vous le conseille. Ensuite, film aussi encore plus célèbre peut-être que La Vague, que beaucoup de gens ont vu. Je sais qu'il est sur Prime Video dans mes souvenirs. En tout cas, il y était il n'y a pas si longtemps. Il s'appelle La Chute de Oliver Hirschbiegel. Oh là là, c'est une catastrophe, désolé. Sorti en 2004, qui raconte évidemment la chute du régime de Adolf H, qui n'y a pas le droit de dire ce terme-là sur Twitch, malheureusement, même quand c'est pour un truc éducatif, c'est dommage. Ensuite, nous avons Paris, Texas. C'est aussi un film extrêmement connu qui date de 84, un peu plus vieux. Film réalisé par Wim Wenders, un super réalisateur. J'en avais parlé dans une émission précédente pour son dernier film qui a sorti l'an dernier, qui s'appelle Perfect Days. Voilà, un film qui est génial. Pour revenir à Paris, Texas, c'était un road movie avec Harry Dean Stanton et Natasja Kinski. Je ne sais pas si je prononce correctement. C'est vraiment considéré comme un chef-d'œuvre par beaucoup de gens. Je ne l'ai pas mis aussi en affiche, mais je sais aussi qu'il y a Wim Wenders, le même réalisateur, qui a aussi produit Les Ailes du Désir, qui est un film très très connu. Donc voilà, tout ça c'était juste pour vous montrer qu'il y a des films allemands que vous connaissez sans forcément savoir qu'en fait ils sont allemands. C'est un peu ça le but. Je vais pouvoir maintenant reparler peut-être plus du film
qu'on a été voir la dernière soirée de Lucas Nasrat. Et donc, comme vous avez pu le voir au début du live, j'ai eu la chance d'interviewer, en fait, si vous voulez, le réalisateur du film et son acteur principal. Alors, le film, déjà, il a plusieurs noms. En France, le film s'appelle La dernière soirée. En Angleterre et à l'international, il s'appelle One Last Evening, donc il est traduit littéralement La dernière soirée. Et en Allemagne, il s'appelle Letzter Abend, L-E-Z-T-Z-E-R-A-B-E-N-D. C'est assez dur à dire. Alors, d'habitude, souvent, on vous parle de films qui passent dans les cinémas en semaine. Malheureusement, ce n'est pas le cas, puisque comme je vous l'ai dit précédemment, on était en partenariat avec le festival du film allemand. Donc malheureusement, le film n'a pas de distributeur pour le moment. Donc le seul moyen pour vous de le voir, soit c'est de l'acheter en version allemande sur un store allemand, voilà, sur Internet, ou alors vous attendez qu'un festival de cinéma en France le resélectionne pour pouvoir le récompenser encore peut-être. Mais ça, il y a peu de chance puisqu'il est déjà passé dans beaucoup de festivals. Il est passé dans 6 ou 7 festivals environ. Il a déjà reçu 5 récompenses, notamment à l'Emden International Film Festival, à Locarno au Film Festival, le Max Opus Festival, à Valladolid aussi en Espagne et Festival Univers Ciné allemand, je crois, à Paris. Alors, qu'est-ce que ça raconte? C'est un huis clos, donc un huis clos, c'est-à-dire que tous les acteurs sont enfermés dans une seule et même pièce. Là, en l'occurrence, c'est un appartement, l'appartement d'un jeune couple qu'on voyait précédemment sur l'image d'avant. Ça raconte, pendant la pandémie de Covid-19 à Hanovre, l'histoire d'un jeune couple qui termine les préparatifs de son déménagement pour Berlin. Ils ont alors décidé d'inviter des amis pour un dernier repas avant leur départ, mais certains d'entre eux annulent et des intrus, entre parenthèses, s'incrustent, et la fête commence à déraper. Alors c'est un film assez intéressant parce que c'est filmé de façon très quotidienne, on va dire. Les plans sont toujours très en mouvement, en fait, il n'y a pas de plan très très large, on est à peu près sur la vision humaine, on va dire, en termes d'objectifs, mais on va pas trop vous perdre là-dessus. Et en fait, il faut savoir que tu vis des trucs assez fous dans le film où tu te dis ça pourra jamais m'arriver, mais en vrai, quand même, dans leur situation, on peut comprendre que ça puisse arriver. Donc voilà, moi j'ai trouvé le film en tout cas très intéressant. J'ai trouvé que c'était une bonne critique. Ça montre un peu les différentes visions sociales des gens, des jeunes notamment, puisqu'il n'y a presque que des jeunes. Et ça montre aussi peut-être les erreurs de la jeunesse. Ça parle notamment de drogue aussi, de l'amour, de qui on aime, pourquoi on l'aime. C'est très intéressant. Au niveau des acteurs, c'est hyper bien joué, surtout l'acteur principal. Je ne dis pas ça parce que je l'ai rencontré, mais il joue vraiment hyper bien. C'est impressionnant à quel point il joue super bien. En tout cas, moi, j'étais vraiment impressionné. En fait, si vous voulez, dans le film, l'acteur principal, en fait, il joue une personne qui est assez tourmentée, qui a des problèmes psychologiques, qui est assez suicidaire, qui a vachement envie de se suicider dans le film. Et en fait, il joue super bien, justement, ce côté-là. Et je trouve le montage a été super bien fait aussi, puisqu'en fait, il faut rentrer dans le film, je trouve, quand même, parce que tu as une première moitié du film où vraiment, tu as mal à la tête. Pas mal à la tête dans le sens hyper mal, mais c'est hyper fouillis, ça part dans tous les sens et tout ça. Tu sens qu'il y a une grosse excitation au niveau du montage, alors que les événements sont pourtant pas si énervés que ça, en fait, on va dire ça comme ça. En fait, je trouve que ça, c'est super bien rendu, parce qu'on se met dans la peau directement du personnage principal, qui a des problèmes psychologiques, qui a l'impression que tout va trop vite dans sa vie, en fait. Et j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. C'est Sebastian Jakob Doppelbauer, donc qui joue Clemens, puisqu'il faut savoir que cet acteur-là, il est connu en Allemagne, un petit peu connu en Allemagne, puisqu'il a beaucoup joué dans des séries télé et puis des films allemands, des petits films allemands. C'est aussi le cas de Lucas Nasrat qui réalise directement le film, qui lui aussi a joué dans beaucoup de séries télé. Vous allez voir que ça lui a servi. Vous allez voir justement à Lucas Nasrat, le réalisateur et personnage principal, c'est pas des gens qui viennent de nulle part d'un côté, même s'il faut savoir qu'ils m'ont bien précisé qu'il s'agissait quand même de leur plus gros succès actuellement. Also, ich habe ja auch in diesem Film dann auch weiter gespielt, deswegen war das jetzt nicht unbedingt ein Wechsel. Und ich glaube, dass für uns beide der Zugang sehr damit zusammenhängt, dass wir beide Schauspieler sind oder Lukas gearbeitet hat und wahrscheinlich auch nochmal arbeiten wird, weil wir nämlich anders auf den Film schauen und vor allem vom Spiel und von den Figuren ausgehen. Und das hat eigentlich sehr, sehr geholfen. Und ich habe auch als Schauspieler im Filmbereich gearbeitet, aber wollte immer Regisseur werden und Filmemacher. Das war immer für mich ein Ziel. Und wir beide sehen uns auch als Filmemacher, das heißt, wir sehen das als einen gesamten großen Prozess und nicht so sehr, man macht nur das oder nur das oder nur das, sondern ein großes Team und wir interessieren uns für den kompletten Prozess. Moi j'aimerais juste préciser 2-3 choses au niveau de la production. Le film a été tourné en 7 jours, c'est hyper court pour un film.
Comme ils le disaient eux-mêmes, d'habitude ça met peut-être 1 mois ou 3 semaines au moins à se faire un film comme ça. Là, ils l'ont vraiment fait assez rapidement. Il faut savoir aussi que le film a un budget estimé à 4 000 €. Et 4 000 €, c'est absolument rien, parce qu'on en parlait tout à l'heure, Cloud Atlas, c'est à 120 millions. Un film, normalement, d'habitude, tel qu'ils l'ont fait, si tout le monde est payé, si on paye les différents lieux de tournage et tout ça. Après, là, c'est sûr, c'est un huis clos, donc un huis clos, ça coûte toujours moins cher. Mais il faut savoir que normalement, le coût d'un film, on est plus autour des... je pense à un film, par exemple, qui avait été fait, qui s'appelle L'Astronaute en France, qui est un très bon film, qui a été fait l'an dernier. Un film assez petit, où justement, il n'y a que 5 ou 6 décors, enfin 5 ou 6 lieux, justement. Il y a très peu d'effets spéciaux, il y a quelques costumes, mais qui sont des costumes assez basiques, entre parenthèses. Et je me souviens que j'avais été choqué de savoir que le film avait coûté genre 3 ou 4 millions. En tout cas, sachez qu'un film comme ça, ouais, s'il avait été fait dans les règles de l'art et des finances, on va dire c'est comme ça, il aurait coûté très certainement 1 ou 2 millions d'euros. Donc là, faire un film comme ça avec 4 000 €, c'est impressionnant. Alors justement, pendant l'interview, je leur ai posé la question de savoir s'ils considéraient du coup que c'était un film amateur ou professionnel. Cette question d'argent, est-ce que ça avait une importance pour eux ou autre chose, et justement ils vont parler de quelque chose de très important, je trouve, en tout cas pour tous les gens qui aiment le cinéma et peut-être qui veulent en faire, c'est la question de la passion. Ich glaube nicht, dass professionell oder Amateur etwas damit zu tun hat, ob man jetzt 10.000 oder 100.000 € für den Film zu tun hat, sondern inwieweit man sich in diese Sache investiert, und das ist auf keinen Fall ein Amateurfilm, da wir beide von dem leben, was wir machen, also das ist unser Beruf, und wir haben auch alle Menschen, die in diesem Film gearbeitet haben, machen das, was sie in diesem Film machen, als Beruf und haben eine Ausbildung dafür, und ich glaube, das ist sehr wichtig. Also er hat Regie studiert und ich habe Schauspiel studiert. Es ist vielleicht sogar eher so, dass es mehr als ein professionelles Projekt ist, also mehr als ein Job. Es ist wirklich ein absolutes Herzensprojekt und Leidenschaftsprojekt für jeden, mit Herzblut gemacht. Und ich glaube, das beantwortet auch die erste Frage, wie es möglich war. Also wir hatten fantastische Schauspieler, die unentgeltlich mitgearbeitet haben. Ganz viele Leute haben nichts verdient erstmal, aber haben ganz viel Herzblut gegeben. Und wir hatten ein Setting, was geholfen hat, einfach, dass es nicht so viel gekostet hat. Donc moi je trouve cette réponse quand même assez intéressante parce qu'il parle vraiment de la passion et on comprend qu'en fait eux-mêmes, avant de faire ce film, en fait il n'y a pas cette question d'argent littéralement, de gagner de l'argent, parce que déjà quand on fait un film souvent on n'en gagne pas forcément et c'est vraiment une question de passion et ça ils le disent parfaitement justement. Donc je trouvais ça quand même intéressant de leur poser et j'aime beaucoup leur réponse en tout cas. Très bien, donc écoutez, j'ai à peu près fait le tour je pense pour ce film là. En tout cas bah, c'est dommage, hein, je suis un peu mitigé parce que je vous le conseille et de l'autre côté je vous le conseille, mais de l'autre côté, en fait, bah, c'est dur de vous le conseiller puisqu'il est diffusé nulle part. Allez au moins voir la bande-annonce si vous voulez, si vous avez un peu de temps. Écoutez, je pense que j'ai dit à peu près tout pour ce film-là. Je vous conseille aussi d'aller en festival de cinéma parce que ça permet vraiment de rencontrer des gens très intéressants. Je sais qu'à Dinard, on est un peu servi, entre parenthèses, puisqu'on a le festival du cinéma allemand et aussi le festival du cinéma britannique et irlandais maintenant. Avant qu'on passe à autre chose, moi j'aimerais vous parler des chefs-d'œuvre du cinéma allemand, pardon. Je me suis dit, je vais faire une émission sur le cinéma allemand. Je pense que je ne vais pas en parler beaucoup pendant toute l'année où j'ai fait Coming Soon, donc cette émission-là. Donc je me suis dit, je vais quand même parler de films que j'aime bien. Et donc j'ai classé ça dans la catégorie les chefs-d'œuvre du cinéma allemand. C'est pas forcément des films que vous connaissez, mais en tout cas c'est des films que je vais vous conseiller moi, parce que je les trouve absolument géniaux et je vous invite vraiment à les voir. On va commencer avec M le Maudit, du coup un film de Fritz Lang. Donc c'était un réalisateur hyper important du cinéma allemand. C'est un mec qui a fait énormément de films et surtout des chefs-d'œuvre. Il a commencé dans les années 10 avec des films muets. Et il a ensuite fait des films beaucoup plus tard, même jusque dans les années 60. Je pense au Tigre du Bengale qui date des années 50, je crois, ou un Docteur Mabuse qu'il a fait dans les années 60. C'est quelqu'un qui a fait qui a peut-être eu 50 ou 60 ans de carrière et il a connu vraiment la naissance du cinéma jusqu'à l'arrivée des effets spéciaux et comment l'arrivée, je sais pas s'il a connu l'arrivée de Star Wars, mais pas loin je pense. Donc c'est quelqu'un de hyper important et hyper intéressant et il a réussi à s'adapter, je trouve, aux formes, à la révolution du cinéma, et notamment avec ce film, parce qu'en fait ce film-là il date de 1931, le cinéma parlant il arrive justement à cette période-là, donc c'est l'un des premiers films allemands parlants, et donc qu'est-ce que ça raconte? M le Maudit, ça raconte l'histoire, on est dans une grande ville, et il y a un pédophile, voilà, qui sévit dans les rues de la ville, qui kidnappe les enfants,
et on ne retrouve pas les enfants. Les gens ont peur, si vous voulez, les gens renferment leurs enfants chez eux parce qu'ils ont peur que leur enfant se fasse attraper par ce mec-là. Et il y a une histoire de chasse à l'homme en fait avec la police. C'est un film policier en fait finalement, un peu un thriller où la police va chercher continuellement qui est ce mystérieux personnage. Et en fait, cette personne a l'habitude de siffler. Souvent, c'est quelqu'un qui siffle beaucoup. Et donc il y a tout un jeu du sifflement en fait qui va être fait pendant tout le film. Justement, c'est pour ça que ça utilise très bien le cinéma parlant alors que ça venait tout juste d'être créé. Et donc en fait, je vous spoil un peu, mais si vous voulez, le personnage que l'on voit à l'écran, c'est le grand méchant de l'histoire. C'est un film hyper intéressant, vraiment, je vous le conseille à 100%. Il n'est pas très long. Alors je sais que c'est un film en noir et blanc, on pourrait beaucoup se dire, hein, c'est du noir et blanc, c'est pas attrayant et tout ça, certes. Regardez-le parce que c'est au moins du parlant, c'est pas du muet. Je sais que le muet c'est encore plus dur que de regarder qu'un film en noir et blanc pour certaines personnes. C'est un film qui a plein de qualités, en tout cas je vous conseille. Et Fritz Lang c'était un réalisateur hyper moderne en fait. Si M le Maudit était sorti à notre époque, ça n'aurait choqué personne. Voilà, donc je vous le conseille vivement. Donc je vous rappelle, M le Maudit sur Netflix, normalement il y était. Ensuite, prochain film, on a Metropolis. Alors, est-ce que tu connais Metropolis, Kylian, au moins de nom? Sûrement le film le plus connu de Fritz Lang, film de science-fiction. Et c'est pour ça, en fait, qu'il est très connu. Ça, c'est un film muet. Et alors, de quand date-t-il? Il date de 1927. On parle de l'un des premiers films de science-fiction du cinéma, avant Star Wars, avant Dune même, de Denis Villeneuve, avant des tonnes de films. Et regardez les décors qu'il pouvait y avoir, c'est impressionnant d'avoir ça. C'était une maquette, je crois, avec du matte painting, ça s'appelle. En gros, on peint sur une vitre. Vraiment, regardez-le. Il est incroyable. Moi aussi, avant, j'étais assez réticent à l'idée de regarder des films muets, donc je regardais jamais. Et un jour, je me suis dit, Metropolis, ça a l'air quand même vachement bien et tout. Donc je l'ai regardé et ça m'a complètement changé la vision des films muets. Sachant que le film dure pas loin de 3 heures. Muet, en noir et blanc. Moi, il y a quelques années, j'étais « Oh, ça a l'air chiant ». Franchement, regardez-le, vous n'allez pas être déçus. J'ai envie que vous le regardiez, ce film. Franchement, ça a été l'une de mes claques quand je l'ai découvert, en tout cas. Regarde-moi ces visuels, franchement, ils sont magnifiques. Alors ça, c'est une version remasterisée de 2010, mais ça ne pose aucun problème au propos du film, en tout cas. Au niveau des visuels, non, c'est hyper impressionnant. Ouais, les visuels sont beaux. Il y avait des décors incroyables pour l'époque. Je sais plus à quand... Non, on dit toujours des décors incroyables. Non, on peut dire incroyable et incroyable maintenant. Bizarre. C'est bizarre, mec. Et je sais aussi que, je crois, l'histoire du film se déroulait en 2010, un truc comme ça, 2015. Je sais plus. En tout cas, ils avaient fixé ce truc. Moi, genre, comment à l'époque, ils voyaient des choses aujourd'hui comme des trucs incroyables et tout. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a aussi ce truc-là. Après ça, il y a des histoires de robots et tout, d'humanoïdes, c'est vrai. Mais ça a quand même été beaucoup repris après dans... Ouais, c'est un film qui a beaucoup inspiré. Je vais aller rapidement sur l'autre film. Donc il s'agit de Nosferatu. Là, on est passé sur un autre réalisateur. Il s'agit de Friedrich Murnau, qui a fait Nosferatu le vampire en 1922. Je voulais juste le citer, c'est considéré comme un grand classique pour beaucoup de gens. Il y a un nouveau film Nosferatu qui arrive le 25 décembre en France, réalisé par Robert Edgers, un réalisateur que j'adore, qui a fait The Lighthouse et The Northman et The Witch, qui sont incroyables. Et là, il y a un tout nouveau film avec Lily Rose Depp et l'acteur principal de Jury numéro 2, dont j'ai oublié son nom, excusez-moi. Donc voilà, je voulais juste vous en parler parce qu'il y a un prochain film sur Nosferatu qui sort. Et on a aussi Herzog, plus récent, avec notamment Aguirre, la colère de Dieu en 1972, et Fitzcarraldo en 1982. Alors ça, c'est des films hyper intéressants parce qu'en gros, c'est des projets qui mélangent un peu de documentaire et fiction. En gros, si vous voulez, dans Fitzcarraldo, par exemple, c'est un mec qui achète un bateau et qui parcourt toute l'Amazonie pour rejoindre un lieu. Bah en fait, l'équipe du film, ils ont vraiment fait ça. Ils ont vraiment tourné avec des vraies tribus de là-bas qui les ont aidés pour faire le film. Mais du coup, en même temps, ils sont filmés. Il y a une frontière documentaire et réalité qui est assez étrange. Et fiction, pardon, qui est assez étrange. Mais c'est vraiment un super film. Donc voilà, en tout cas, moi, je vous parlais de quelques chefs-d'œuvre du cinéma allemand. On va écouter une dernière fois donc Sébastien et Lucas, puisqu'ils vont nous parler de la place du cinéma allemand. En fait, je voulais leur demander s'ils trouvaient que le cinéma était allemand et était assez bien représenté. Et vous allez voir, ils vont répondre
d'une manière assez intéressante. Ich glaube, es ist schwierig zu sagen, was der deutsche Film oder das deutsche Kino ist. Der deutschsprachige Raum ist seit jeher ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil für das Kino. Und selbst wenn es, ja, wie soll ich sagen, wenn es Umstände gibt, die jetzt vielleicht kurzzeitig so sind, dass das Kino Schwierigkeiten hat oder so, ist, glaube ich, jedes Land, das sich begeistert für Kino und versucht, etwas über die Welt und sich zu erzählen, immer von Bedeutung. Aber das ist auch egal, ob das Deutschland oder Argentinien oder Burundi ist. Alors moi je trouve ça assez intéressant ce qu'il dit, puisqu'en gros il dit clairement que lui, peu importe la nationalité du film, en fait tant que le film est bon, en gros c'est un peu ça ce qu'il veut dire. Chaque pays a ses propres films, chaque pays a sa façon de faire des films différents. J'ai fait une émission sur le cinéma allemand parce que je trouvais ça intéressant de parler, on ne parle pas assez des films allemands alors qu'il y en a plein qui sortent. Mais finalement le plus important, est-ce que c'est pas juste le film en tant que tel? En tout cas c'est une vision très internationale de l'industrie du cinéma. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à parler aussi de l'hégémonie du cinéma américain, pique un peu toute la place par rapport aux autres nationalités, mais finalement est-ce que c'est pas juste l'hégémonie des films américains qui pique la place aux autres films tout court? C'est très bien parce que ça fait une très très bonne transition pour la dernière partie de l'émission. Certains connaissent déjà cette partie, ce sont les films qui sortent chaque semaine au cinéma, et ça va être assez intéressant parce que du coup on va parler aussi bien de films français que de films américains, que de films argentins comme il disait, ou burundais. Il n'y en a que 8 cette fois-ci, mais ils sont tous très intéressants. Et donc on va commencer avec un film allemand un film français, excusez-moi je suis trop sur le cinéma allemand, puisqu'il s'agit de Diamant Brut, un film qui est sorti cette semaine, donc qui est disponible dans les cinémas au moins jusqu'à mardi prochain. Ce film-là, ça parle de la télé-réalité. Et voilà, je voulais le mettre dessus, parce que c'est vrai que c'est assez rare d'entendre parler de films dont le sujet principal est la télé-réalité. En tout cas, en France, je ne sais pas si ça avait déjà été fait. Donc c'est un film réalisé par Agathe Riedinger, peut-être un nom allemand. Le synopsis, le voilà, c'est l'histoire d'une jeune femme que l'on voit à l'écran qui se lance alors dans l'aventure de la télé-réalité. Alors il faut savoir que je me suis renseigné un petit peu, en fait il s'agissait à l'origine d'un court-métrage de la réalisatrice. Ensuite, toujours au cinéma actuellement, La plus précieuse des marchandises, un film d'animation réalisé par Michel Hazanavicius. Alors Michel Hazanavicius, peut-être avant de continuer, c'est un réalisateur extrêmement connu en France, puisqu'il a fait notamment The Artist, qui a reçu l'Oscar du film étranger. Il a aussi réalisé les OSS 117, tous sauf le dernier, Coupé, dont on avait l'affiche par moment, mais on l'a enlevé malheureusement de notre décor il n'y a pas longtemps, et aussi Le Redoutable, un film biopic sur Jean-Luc Godard, avec Louis Garrel en acteur principal, qui est assez connu aussi. Pour revenir à ce film-là, du coup, c'est un film d'animation. C'est assez étonnant de le voir faire un film d'animation, alors qu'il est beaucoup plus habitué à des films en prise de vue réelle. Donc c'est l'histoire en pleine nature d'un couple de bûcherons qui est confronté à la faim et à la guerre. Un jour est jeté du train un enfant. Ils vont alors le recueillir et tout faire pour pouvoir le protéger. Quelques petites infos à vous donner. Il y a les voix de Jean-Louis Trintignant. Jean-Louis Trintignant, c'est un peu triste puisqu'il est décédé il y a 2 ans, ou 2 ou 3 ans, donc c'est un peu son dernier rôle finalement au cinéma. Et aussi les voix de Denis Podalides, Dominique Blanc ou Grégory Gadebois. Et au niveau de la musique, c'est Alexandre Desplat. Alexandre Desplat, j'en ai déjà parlé, j'en parle à chaque fois dès que je vois son nom, mais c'est le monsieur qui a fait les musiques de Harry Potter et les Reliques de la Mort, ou encore de beaucoup de films de Wes Anderson. Prochain film, toujours au cinéma, Le Choix. Film dramatique réalisé par Gilles Bourdos avec Vincent Ladon et Emmanuel Devos. C'est l'histoire d'un homme qui va devoir prendre une décision extrêmement importante alors qu'il est seul dans la voiture sur la route. Alors on parlait tout à l'heure des huis clos. Je vous parlais de la dernière soirée, le film de Lucas Nasrat qui se déroule en huis clos directement dans un appartement. Là c'est la même chose mais dans une voiture en fait. Il faut savoir que c'est un remake d'un film américain qui s'appelle Locke avec Tom Hardy en 2014. Et petite information, le film ne dure que 1h16, alors ça peut paraître assez court, mais bon, il faut se rappeler quand même qu'il y a quand même Quentin Dupieux, voilà, Quentin Dupieux il est quand même aussi habitué à des films assez courts. Ensuite, on passe sur Netflix, sort demain le film The Piano Lesson, un drame historique avec Malcolm Washington. Alors apparemment ça n'a rien à voir avec l'histoire de la leçon de piano de Jane Campion de 2004, si je ne dis pas de bêtises. Là, The Piano Lesson, c'est un film réalisé par Malcolm Washington avec Samuel L. Jackson, John David Washington notamment. C'est adapté de la pièce de August Wilson et voici son histoire. Pittsburgh en 1936, après la Grande Dépression, la famille Charles vit chez Docker où un piano hérité témoigne de l'histoire de leurs ancêtres esclaves.
Voilà, ensuite on va pouvoir passer à Max, cette fois-ci avec la seule série dont je vais parler de la semaine, Dune Prophétie, j'en parlais tout à l'heure de Dune. Donc là c'est dans l'univers évidemment des films Dune de Denis Villeneuve, ça reprend aussi un peu le visuel des films de Denis Villeneuve. C'est une série donc, qui sera portée par Emily Watson, Olivia Williams, Travis Fimmel qui joue notamment l'acteur principal de Ragnar sur Netflix et aussi Mark Strong en acteur. Depuis dimanche c'est diffusé sur Max, un épisode toutes les semaines et ça se concentre vraiment sur le groupe des Bene Gesserit et leur influence sur la politique de l'Empire galactique. Donc c'est bien avant l'action des films Dune de Denis Villeneuve et il faut savoir que Denis Villeneuve avait été au tout début impliqué dans la production de cette série. Voilà, en tout cas je voulais juste signaler que l'affiche est extrêmement pas très belle. Voilà, je la trouve vraiment un peu affreuse comparée aux affiches qu'ont pu avoir Dune. Dune 1, parce que Dune 2, les affiches de Dune 2 n'étaient pas top non plus. Enfin bref, c'est un avis personnel. Toujours sur Max, presque pour terminer, il reste 3 films, pardon. Inglourious Basterds, un film d'action de guerre de Quentin Tarantino. Donc c'est le réalisateur de Django Unchained, Pulp Fiction, de Kill Bill. Le film là, donc il est déjà sorti sur Max. Il est avec Brad Pitt, Mélanie Laurent et Christophe Waltz. Ça suit l'histoire d'un groupe de chasseurs allemands pas gentils dans les années 40 durant la Seconde Guerre mondiale. C'est un film dystopique qui modifie l'histoire. J'en dis pas plus, mais il est vraiment très marrant pour ceux qui ne l'ont pas vu. Enfin, il est dramatique en même temps, il est marrant. C'est toujours comme ça avec Tarantino. Ensuite, sur Arte, si vous n'avez pas d'argent pour les plateformes de streaming, n'hésitez pas à avoir des films gratuitement sur des plateformes de streaming gratuites comme Arte TV ou France Télé. Cette fois-ci, je vais parler que de Arte TV, mais est disponible jusqu'au 17 décembre 2024 le film Sans filtre, une comédie dramatique de Ruben Östlund qui avait gagné la Palme d'Or à Cannes en 2022. C'est porté par Charles B. Dean Crick, Harris Dixon et Woody Harrelson. Et en gros, ça raconte l'histoire d'une croisière où il y a plusieurs types de personnes qui ont toutes qui ne sont pas à la même échelle de la société et qui vont être confrontées en fait à des visions différentes. Et alors que les événements prennent une tournure inattendue, les rapports de force vont alors s'inverser lors d'une tempête qui va mettre à mal le bateau. Voilà, je vous le conseille, je l'ai vu au cinéma, il était pas mal, il est assez marrant. Il ressemble beaucoup sur certains points à Anora, la Palme d'Or de cette année. Toujours sur Arte TV est disponible jusqu'au 18 décembre 2024 le film Les Nuits de Mashhad, toujours sélectionné à Cannes en 2022. Lui, il n'a pas eu la Palme d'Or, il a eu le prix d'interprétation pour l'actrice principale Zahra Amir Ebrahimi. C'est un thriller réalisé par Ali Abazi. Je sais qu'on va un peu dans tous les sens, mais c'est intéressant, je trouve. Ali Abazi, c'est celui dont j'en parlais il y a pas très longtemps, il y a 3-4 émissions. Il a réalisé le biopic sur Donald Trump, The Apprentice. Pour revenir aux Nuits de Mashhad, c'est un film qui raconte l'histoire d'une journaliste qui enquête alors sur des meurtres de prostituées en Iran. Et le film a fait grand bruit puisqu'il révèle en fait une société iranienne qui est très sexiste vis-à-vis des femmes et aussi très violente. Je crois d'ailleurs que Ali Abazi a quitté le pays depuis à cause de cette sortie du film. Et il faut savoir que c'est aussi tiré d'une histoire vraie à Mashhad en 2001. Moi je voulais juste souligner aussi la beauté de cette affiche. J'avais jamais fait gaffe alors que j'avais entendu parler de ce film. L'affiche est hyper belle, du coup j'aimerais beaucoup la voir. Voilà, si vous voulez faire un cadeau de Noël à l'émission Coming Soon, envoyez-nous cette affiche. Personne ne va le faire, je suppose. Voilà, écoutez, je pense qu'on a tout dit. Je tenais encore une fois à remercier beaucoup Lucas Nasrat et son acteur principal, dont je vais vous dire le nom tout de suite, histoire que je n'écorche pas son nom, je vérifie, je triche un peu, Sébastien Jacob Doppelbauer, qui ont bien voulu se prêter au jeu de l'interview avec moi. Donc merci beaucoup à eux. Merci beaucoup aussi à toutes les personnes qui ont fait le Festival du cinéma allemand et qui m'ont accueilli aussi et qui nous ont permis d'aller voir le film au cinéma avec Nathanaël qui n'est toujours pas là malheureusement. Donc merci beaucoup à eux, donc merci à Madame Perrier de l'organisation, je pense aussi évidemment à toutes les personnes qui nous ont aidés pour organiser cette interview et merci aussi aux 2 traductrices qui étaient là justement pour au Royal Hermitage à Dinard. Donc en tout cas, merci beaucoup à vous. Je pense que le meilleur moyen de finir cette émission, c'est de finir sur la bande-annonce du film. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir suivi le live. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une émission plus basique, où on parlera des films de la semaine évidemment. On va venir voir un film au cinéma avec un jeune. Peut-être le retour de Nathanaël, j'espère qu'il reviendra. Et aussi les jeux vidéo, le retour des jeux vidéo avec Kylian qui est de l'autre côté de la caméra cette fois-ci, mais qui reviendra pour les jeux vidéo. A très bientôt, bye bye, merci Kylian d'avoir fait la régie, et puis on se retrouve la semaine prochaine, jeudi, 15h, 17h. Ciao, bye bye. Lonely girl. Hello.
sind heute hier zusammengekommen, um Abschied und Neuanfang zu feiern. Du wirst Neurologin an der Charité werden. Also auf Lisa. Der Jan ist ein bisschen ein Trottel, gell? Der bagert die Lisa an. Was ist da los bei dem, Alter? Was ist mit dem? Lisa, der Clemens hat extra für dich ein Lied geschrieben? Nee, sorry. Das ist, glaube ich, nicht der Moment für den Song, ey. Und von dir, Clemens, kommt da heute auch noch jemand? Ich glaube, ich gehe jetzt. Du kannst mich jetzt nicht mit den ganzen Leuten alleine lassen. Du Marcel, also warum hast du denn da jetzt den Döner mitgebracht? Also, die haben doch extra gekocht. Der Rang ist verbrannt. Wir Deutschen können über alle lachen, aber über sich selber kann man halt nicht. Alter. Du, nein, das ist das Problem. Sag mal, was bist du eigentlich für einer? Das ist irgendwie Genderschmender. Genderschmender. Lass mich nicht an! Halt dich doch! Halte deine Fresse! Okay, ich glaube, ich würde jetzt gehen. Hand in Hand. Ich kann das nicht mehr. Über Nedern, Baby. Hand in Hand mit dir. Über